Que faire face à un Occident chamboulé, à des démocraties fragilisées et à une révolution technologique sans précédent? À l'occasion de son grand colloque, l'Express vous livre le regard d'experts sur le monde de demain. Est-ce que c'est du racisme anti-blanc ? Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble. En 2 jours, l'intensité de la crise a explosé. Si vous êtes amateur ou amatrice de séries, vous avez peut-être reconnu l'une des dernières créations de Canal+, La Fièvre. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous résume rapidement le scénario. Alors que la société française est extrêmement polarisée, une étincelle va embraser le pays. Le coup de boule d'un footballeur star à son entraîneur et une insulte vont faire exploser les tensions et deux camps vont s'affronter notamment sur les réseaux sociaux. Durant 6 épisodes, on suit une équipe de communicants face à cette crise tout en se demandant si la guerre civile est proche. Dans la fiction, c'est le football qui va essayer de rassembler les Français. Si la situation n'est pas aussi extrême, l'ambiance de la série ne vous a peut-être pas paru très éloignée de la réalité d'aujourd'hui, où le buzz accentue la réaction de groupes qui campent déjà fermement sur leur position. Alors on s'est demandé si, dans la réalité aussi, un événement pouvait nous aider à faire face à la polarisation de plus en plus forte de la société. Vous me voyez venir, je pense là aux JO de Paris. Et qui de mieux pour répondre que l'organisateur de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, Tony Estanguet, qui nous a accordé un long entretien à l'occasion du grand colloque de l'Express. Et j'ai également fait appel à un journaliste qui suit les questions de société et qui s'est intéressé à l'organisation des JO, Étienne Girard, rédacteur en chef à l'Express. Bonjour Étienne. Bonjour Charlotte. Cette opposition entre deux camps, on l'a vu justement autour des JO, entre ceux qui étaient persuadés que la fête serait belle et ceux qui imaginaient que l'organisation allait échouer. Ras-le-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Oui, d'ailleurs, rappelez-vous, beaucoup de Parisiens ont quitté la capitale en juillet, ne voulant pas vivre les JO sur place. Au début, avant la compétition, on entendait énormément de pessimisme, de polémique, ce qu'Emmanuel Macron aura appelé l'esprit de défaite. Même du côté des politiques, la France insoumise s'inquiétait, s'est toujours inquiétée des conséquences sociales, environnementales des JO. Jean-Luc Mélenchon l'avait dit, il n'est pas pour accueillir les JO, il était même contre. Pendant la compétition, on a reproché cette fois aux insoumis leur absence. C'est vrai qu'ils se sont fait très discrets autour des célébrations. Comme s'ils méprisaient le sport de haut niveau, c'est en tout cas un peu la critique qui leur a été adressée. Je crois qu'il y a une médaille d'or qu'on a oublié d'attribuer, c'est celle de l'indécence et de l'anti-France pour la France insoumise. À droite, les critiques étaient assez différentes, c'était plutôt sur le volet sécuritaire. On a eu par exemple, dans un propos assez représentatif de ce qui existait avant la compétition, le criminologue Alain Bauer qui expliquait que c'était une folie criminelle d'organiser une cérémonie d'ouverture sur la scène dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Finalement, ça s'est bien passé, ça s'est en tout cas pas si mal passé que ça. Mais l'ambiance était donc tendue avant les JO et elle régnait depuis plusieurs semaines, notamment au niveau politique. Et la fracture, on l'a vu à l'occasion des élections européennes. J'ai là une carte très parlante. On y voit le pays largement recouvert de bleu. Ce sont toutes les zones qui ont majoritairement voté pour le Rassemblement national. Et on a quelques îlots de rouge, de rose, de vert. Et là, on trouve notamment les grandes agglomérations qui ont voté pour la gauche, les écologistes ou la majorité présidentielle. Cette carte, Étienne, elle illustre une polarisation politique assez récente. On y perçoit des frontières politiques assez nettes, avec une différence marquée entre les zones rurales et les zones métropolitaines. Dans le détail des chiffres, le RN est arrivé premier du scrutin dans plus de 32 600 communes françaises sur 35 000, c'est-à-dire 93% des communes de France. Ce vote très distinct entre ville et campagne, comment on l'explique ? Il y a plein de raisons. On a interrogé le sociologue Benoît Coquart après les élections. Lui, ce qu'il dit, c'est que l'appétence des habitants des zones rurales pour le parti d'extrême droite est nourrie notamment par la notion de ce que le sociologue appelle le déjà-nous, au sens de les Français d'abord. On se rappelle que la thèse marxiste de la lutte des classes, c'est les petits contre les gros. Le déjà-nous, c'est une réinterprétation puisque c'est les petits contre les petits, nous
petits Français, nous avons déjà peu, alors on perçoit l'immigration comme une menace parce que ces petits-là vont venir éroder le peu de ce qui nous reste encore aujourd'hui. Voilà comment il explique ça, lui. J'imagine que c'est lié aussi à la disparition de nombreux services dans une grande partie de ces zones rurales. Effectivement, ça fait partie des raisons, ce sentiment de déclassement, d'abandon. Il y a une percée du RN depuis le milieu des années 90 dans beaucoup de ces territoires éloignés des grandes villes, souvent victimes de désindustrialisation, du départ des services publics, de la raréfaction des structures médicales, les fameux déserts médicaux, ou même, on a enquêté là-dessus l'année dernière, des distributeurs automatiques de banque. Tout ça, c'est ce que Benoît Coquart appelle la disparition des collectifs intégrateurs. C'est-à-dire ? C'est ces endroits où on entre et on peut échanger avec des gens très différents, on peut se lier, on a un vrai regard, une fenêtre sur la société. Par exemple, la disparition des bistrots qui permettent toujours, dans certains endroits, de croiser de nouvelles têtes, la disparition des petits commerces, les associations de plus en plus rares. Tout ça fait que les habitants de ces territoires, souvent des territoires ruraux, ils se replient sur des groupes toujours plus restreint. Il y a la sphère familiale, la sphère amicale, elle est toujours plus petite, sur des profils homogènes, souvent qui nous ressemblent sociologiquement. Bref, on se replie vers des personnes avec qui on a des intérêts communs, mais plus autant qu'avant vers des personnes qui nous sont différentes. Cette fracture, on l'a vu également durant les récentes manifestations des agriculteurs, avec une opposition entre le terrain et ce qui est décidé à Paris. De manière plus large, il existe une fracture entre les cadres et les agriculteurs, les urbains, les ruraux. Les habitudes de vie sont très différentes. Cette polarisation et cette tension dans la société française, on l'a également vu, Étienne, depuis le 7 octobre 2023 et les attaques du Hamas sur Israël. Oui, évidemment, on a enquêté à l'occasion du 7 octobre et on constate une division dans de nombreuses familles sur la question. Cette division recoupe évidemment la division politique qui existe et qui a notamment fracturé la gauche. Une polarisation qui traverse donc toute la société française, mais durant l'été, la fracture semble avoir été oubliée grâce aux JO. On le sait, Étienne, les Jeux Olympiques ont commencé dans une période compliquée politiquement, avec la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections législatives quelques jours avant la cérémonie d'ouverture, mais ça n'a pas empêché la fête. Je te propose d'écouter ce que Tony Estanguet nous en a dit. Globalement, la population qui regarde des dernières années qui ont été quand même compliquées, un Covid qui a quand même, je pense, un peu bouleversé notre société, des tensions sociales françaises, internationales, une guerre. Donc forcément, la dernière ligne droite, elle n'est pas dans la grande sérénité. Mais nous, on a permis de démontrer qu'on peut avoir confiance dans notre pays. On peut avoir confiance dans notre capacité à faire des choses, à réussir, des choses dont on pensait collectivement qu'on n'était pas capable de faire. Ça a commencé tôt, en réalité, cet engouement. Pendant la campagne des Européennes, on perçoit dans le pays une ambiance plutôt morose. Mais le 8 mai, quand la flamme arrive à Marseille, c'est l'effervescence. En quelques heures, la cité phocéenne montre que les Français sont au rendez-vous, que les Français veulent des JO, que les Français ont un enthousiasme pour les JO. Ça, les officiels l'avaient perçu un peu avant, parce que dès l'ouverture de la billetterie, ils ont vu que les billets partaient de façon inédite, extrêmement vite. En réalité, de façon sous-jacente, derrière la morosité, il y avait une énorme envie de se réunir, de profiter de cette compétition sportive exceptionnelle et de montrer une image de la France un peu différente du bruit médiatique pessimiste ambiant. Comment est-ce qu'on montre le plus beau visage de la France et comment est-ce qu'on fait découvrir aux Français les Jeux dans tout ce qu'ils peuvent apporter en termes d'émotion. Et l'ambition, elle s'est nourrie petit à petit autour de ce double enjeu avec du coup, comment est-ce qu'on est audacieux,
pour à la fois faire rayonner la France et faire rayonner les Jeux. Et d'ailleurs, ces Jeux Olympiques de Paris n'ont pas touché que la capitale, ils ont eu lieu à travers tout le pays. Oui, bien sûr, parce que pendant le parcours de la flamme, on a été en Outre-mer, on a été dans presque tous les départements, partout, ça a suscité un immense enthousiasme, ça a permis de réunir la France des métropoles et la France rurale, ce qui n'était pas évident au départ, puisque c'est quand même la compétition de Paris. Et ça, c'est une des grandes réussites du comité d'organisation. À chaque fois, on a constaté un réel engouement. Ce que moi, j'ai retenu aussi de la force de ce projet, c'est que depuis assez tôt, c'est un projet qui n'appartenait à personne. C'était le projet de la France et tout le monde y a trouvé sa place. Ça, c'était un peu notre enjeu, de réussir à embarquer un maximum de personnes. Pourtant, Étienne, est-ce qu'on peut dire que la cérémonie d'ouverture est aussi l'illustration d'une certaine fracture de la société française ? Pour moi, c'est surtout l'illustration du fonctionnement du système politique aujourd'hui, où pour exister médiatiquement, pour exister politiquement, il faut trouver des points de fracture à relever et à mettre en avant. C'est ce qu'on a constaté après la cérémonie d'ouverture, sur ce fameux tableau des danseurs avec Philippe Catherine à moitié nu en bleu. C'est ce qu'on avait constaté même avant avec ces fameuses polémiques sur Aya Nakamura, dont la présence avait été révélée par l'Express. Cette représentation de la France, elle n'a pas plu à tout le monde, mais en même temps, dans l'immense majorité, la population, et c'est ce que montrent les sondages, a salué ce spectacle sur la scène. Les images fédératrices avec Céline Dion, ces champions connus de tous les Français, et même ce duo inattendu entre Aya Nakamura et la garde républicaine, eh bien ça plaît parce que ça réunit toutes les Frances, et c'est l'image que, dans la grande majorité, on avait envie de renvoyer. Quand le soir de la cérémonie d'ouverture, même sous un déluge, on voit cette vasque s'allumer avec Marie-Josée Pérec, Teddy Riner, Céline Dion qui commence à chanter à ce moment-là. C'est, je pense, une image qu'on gardera pour longtemps. Et c'est la France qui a réussi ça. C'est l'audace française. Je ne suis pas sûr qu'on est capable de faire ça dans beaucoup d'endroits. Et c'est notre culture, c'est notre tempérament. Et ça, je trouve que c'était bien de réussir à l'exprimer, y compris pendant la cérémonie d'ouverture. Des symboles qui réunissent, mais Étienne, certains vont nous répondre que finalement, les JO n'ont rien changé dans le fond. Oui, c'est pas complètement faux, pas complètement vrai aussi. On peut quand même voir que ça a changé, au moins à court terme, l'état d'esprit des Français. Il y a un sondage IFOP du mois de septembre qui montre que 39% des Français se disent optimistes, en hausse de 22 points par rapport à la dernière mesure réalisée en pleine campagne des législatives. C'est énorme. Mais bien sûr, faut pas faire semblant, faut pas être naïf, c'est une parenthèse. Ça changera pas tout, ça remet pas en question les conflits géopolitiques, les oppositions nationales, la difficulté de faire vivre un vivre ensemble, il faut le dire, parfois en France aujourd'hui. On a besoin à l'échelle d'une nation de vivre ces moments très fédérateurs, voilà, très, très, très forts, parce que ce sont des déclencheurs pour la suite. Tant mieux si ça a contribué à montrer que ce pays est capable de faire des choses exceptionnelles. Nous, on était convaincus, mais je pense qu'on a besoin de ces grands marqueurs. Étienne, est-ce qu'il y a d'autres exemples comme celui des JO d'une parenthèse nationale ? Dans la Coupe du Monde 98, tout simplement, on se rappelle, la France black blanc beurre. Le pays vit dans une période de cohabitation, de clivage politique, et la Coupe du Monde 98 semble tout effacer, semble permettre une unité nationale presque inédite. La victoire a quelques retombées en politique, on parle un peu moins d'immigration, en tout cas on n'en parle plus de la même façon, plus de cette façon si punitive. Mais la Coupe du Monde 98 est aussi l'exemple des limites d'une parenthèse et d'un moment d'effervescence de réunion nationale autour du sport. 4 ans plus tard, c'est Jean-Marie Le Pen qui, au deuxième tour de l'élection présidentielle, fait pas la gauche. Lionel Jospin, Premier ministre, est éliminé. Et ça montre bien que le sport ne règle pas, en dépit de tout le bonheur que ça peut nous apporter, ne règle pas les lames de fond qui existent dans la société. D'ailleurs, rappelez-vous ce qui s'est passé au Royaume-Uni, Londres 2012, immense succès
de patriotisme britannique, et 4 ans plus tard, c'est le Brexit. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il n'y a pas de phénomène automatique. C'est pas parce qu'on organise les Jeux que ça va forcément transformer le pays. C'est ce qu'on en fait. Donc je pense qu'on a porté une vision un peu différente, des Jeux responsables d'un point de vue de la sobriété, d'un point de vue du sens, de l'inclusion. Enfin, on a porté quand même les premiers Jeux paritaires. On s'est engagé sur un modèle quand même sociétal le plus connecté possible aux enjeux, aux défis de notre temps. C'est pas parce qu'on réussit des Jeux qu'il y a forcément un héritage. L'héritage, il nous appartient d'en faire, comme on a fait des Jeux ce qu'on voulait en faire. L'héritage, il va falloir aussi s'engager. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on peut s'appuyer sur cette émotion collective qu'on a vécue et qui nous a marqués. Donc je pense quand même que ça nous a un peu transformés. Il va falloir continuer à s'engager, il va falloir faire perdurer cette émotion qui a été très intense, qui pour moi était très utile. Bien sûr, Tony Estanguet a raison de parler d'optimisme, d'espoir. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Gabriel Attal lors de sa passation de pouvoir à Michel Barnier il y a quelques semaines. Oui, il y a du fatalisme dans notre pays. Alors je le dis, y compris en cette année 2024, je crois qu'il y a plus de raisons d'espérer que de douter. Et ça, on l'avait un peu perdu de vue en France, où on a parfois cette passion triste de nous imaginer comme une nation seulement déclinante. Les JO, ça a montré qu'on n'est pas seulement déclinant, on est aussi une nation qui continue à réussir à faire des choses extraordinaires. Et ça, même si c'est une parenthèse, c'est quelque chose qu'on peut garder avec nous, me semble-t-il. Et on garde ça en tête. Merci beaucoup Étienne pour tes explications. À bientôt. Merci également à Tony Estanguet pour le temps qu'il a accordé à l'Express. L'intégralité de l'entretien est à retrouver dans un numéro exceptionnel du magazine, déjà disponible en kiosque. Vous y retrouverez également l'interview de Bill Gates, des cartes pour comprendre les évolutions géopolitiques actuelles et une nouvelle de Robert Little qui tente d'imaginer le monde de demain. Chers auditeurs, pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est là que vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous plaît et nous écrire des commentaires. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros et je vous retrouve demain pour passer à la loupe une actualité de la semaine qui a retenu notre attention.